Donc, bonjour à tous. Donc, comme je dirais, c'est l'habitude, hein, je vais donc profiter de ce webinaire de lancement pour évoquer avec vous les différentes tendances du tourisme et de l'e-tourisme. Alors, avec une particularité aussi, vous l'avez remarqué déjà depuis 1 ou 2 ans, on va avoir dans ces tendances du tourisme bien un chapitre assez important consacré aussi au tourisme durable, hein, puisque cela a été évoqué. Donc, il y a des formations qui sont de plus en plus fréquentes aussi dans ce domaine-là. Donc, dernière tendance, évolution des clientèles, une partie sur les canaux de communication et notamment aussi les réseaux sociaux, et puis défis et projets 2024, donc que nous pourrons tous voir ensemble. Donc, premier aspect sur les dernières tendances du tourisme et de l'e-tourisme. Déjà, nous sommes, on le sait là aussi depuis plusieurs années, dans un contexte incertain. Le créateur de logiciels de réservation Mirail, que certains d'entre vous connaissent peut-être, l'a résumé ainsi par ce schéma, hein, avec en effet des nouvelles difficultés qui apparaissent et des défis donc qui euh, se superposent avec un certain nombre de crises, donc qui rendent en fait un environnement complexe et sur lequel il s'agit de toujours de beaucoup s'adapter. Alors, sur la partie tourisme durable, je vais évoquer donc cette partie tourisme durable au tourisme régénératif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce mot tourisme régénératif? Est-ce que c'est encore un nouveau mot à la mode, de la même manière qu'on a pu dire, voilà, le slow, le tourisme durable? Il y a certains moments, ça paraît comme des mots qui sont lancés sans qu'on ait toujours tous les éléments derrière. Pour ce tourisme génératif, c'est un terme qui s'appuie à la fois sur le développement durable et le design. En fait, la finalité est renforcée, et c'est quelques tendances qu'on voit arriver à l'heure actuelle vers un tourisme qui va non seulement devenir soutenable et durable, mais qui va avoir pour objectif de rendre l'environnement et la communauté en meilleur état qu'avant. Donc, on a une régénération, on améliore la biodiversité, l'économie locale, le bien-être des habitants. Donc, ça va au-delà. Si vous voyez ce petit schéma qui l'indique, on voit bien qu'on part voilà, de systèmes un peu conventionnels sur lesquels on a des impacts négatifs aujourd'hui en matière sociale et environnementale, vers du durable, du sustainable, le point au milieu, vers ensuite de la restauration, voire de la régénération. Donc, où là, on va vers de l'impact positif, hein, et de l'impact qui vient aller plus loin dans la transformation, en fait, et dans la mise en œuvre d'une véritable transformation. Alors, les axes de travail qui sont sur ces sujets-là, c'est la compréhension de toutes les organisations vivantes, c'est aussi la création d'expériences touristiques qui vont être basées sur la relation avec soi-même, sur la relation avec les autres, la nature, donc vers quelque chose qui va en effet euh, créer des éléments positifs. L'utilisation dans certains lieux de design écologique qui sont inspirés du biomimétisme. On va s'inspirer de ce qu'il y a dans la nature, du monde animal, pour là aussi créer des nouvelles formes de tourisme. Ça peut être des nouvelles formes d'hébergement, ça peut être voilà, différents sujets. Et puis le développement d'un leadership aussi pour sensibiliser, impliquer les personnes. Donc là, c'est une définition qu'a donnée Voyageons autrement. Et c'est un sujet sur lequel il y a encore pas mal de réflexions et de recherches. Donc, un certain nombre de consultants commencent à intervenir, un certain nombre de destinations travaillent là-dessus. Cette année, ça a été, par exemple, le Grand Reims, hein, qui a lancé une démarche et donc a organisé une journée pour travailler là-dessus et essayer de lancer tout un projet sur plusieurs années dans ce domaine-là. Mais il y a d'autres exemples, voilà, une région alpine italienne, la Norvège qui est assez pointue et en avance sur les décisions qu'ils prennent aujourd'hui en matière de tourisme durable, responsable et régénératif. Et puis la Nouvelle-Zélande, bien sûr, qui est un peu à l'origine aussi de ce concept, avec tout un travail qui est effectué également sur cette destination. Donc, c'est quelque chose que je souhaitais évoquer avec vous, parce qu'on voit bien qu'on veut aller maintenant au-delà du sustainable vers quelque chose qui amène un impact positif. Pour les clientèles, c'est à la fois, on l'a bien vu, de la prise de conscience, hein, des demandes qui tournent vers des choses plus éco-responsables, plus durables, etc. Mais toujours un écart significatif entre les paroles et les actes.
Voilà. Donc, on a en effet un exemple qui est donné dans ce document que je vous ai mis ici. Je vous ai mis le petit pavé tourisme en transition, à relever le défi du passage à l'action. C'est un document fait par la CET et Sociovision que vous pouvez télécharger sur Internet. Ils ont donc réalisé un certain nombre d'interviews et on s'aperçoit que si la moitié de la population estime urgent la mise en place de quotas pour limiter les déplacements en avion, à la fois, oui, mais on apprécie toujours de voyager régulièrement à l'étranger et on n'est pas vraiment prêt à renoncer. Et on a vu cette année notamment justement un regain de départ à l'étranger et beaucoup de voyages en avion. Alors, il y a 3 sortes de freins sociétaux qui ont été relevés et étudiés par rapport à ça. C'est des éléments psychologiques, voilà, difficile de renoncer à un certain nombre de plaisirs. Donc, il faut réconcilier plaisir et responsabilité, pas simple. Des éléments financiers, avoir des offres accessibles et durables. Donc, insuffisance d'offres aussi, parce qu'il n'y a pas encore énormément de solutions alternatives. Et puis, des solutions abordables. Et puis, d'autre part, l'effet de milieu, c'est-à-dire le manque d'exemples concrets. Pour définir c'est quoi vraiment l'attitude touristique responsable. Donc, ça passe par la sensibilisation et la valorisation. Donc, c'est assez intéressant de voir aujourd'hui ces paradoxes et d'y travailler quand on travaille sur le développement de tourisme durable et responsable. Alors, les questions de mobilité, elles sont toujours en première ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chiffre que j'avais évoqué l'année dernière. La mobilité, ça représente les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre du tourisme. Donc, c'est le poste majeur. Alors, il y a quelques exemples d'actions. On voit des choses qui commencent aussi à émerger dans ce domaine-là. Par exemple, la station de Tignes, qui a lancé en janvier 2023, sur la saison 2023, un système GoTigne avec une incitation, avec 40 € de réduction sur toute réservation. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus, pas plus facile pour eux, mais disons ils centralisent toute la réservation et la commercialisation, donc ils peuvent jouer sur ces effets-là. Donc, c'est un système de réservation avec de comparateurs et de réservation en direct pour aller jusqu'à la station, y compris le dernier kilomètre. Le lancement de séjours bas carbone en Nouvelle-Aquitaine, qui ont travaillé avec le soutien de l'ADEME sur ces séjours en partenariat avec la Gironde et le Pays Basque. On a vu aussi cette année des séjours bas carbone via la Vélodyssée. Donc, vous pouvez aussi voir des premiers éléments qui sont en train de se mettre en place autour de ces séjours bas carbone. Et puis, ça peut être des choses plus simples, finalement, plus petites parfois, des tarifications adaptées pour les publics qui viennent à vélo. Par exemple, voilà, ce zoo dans la Sarthe qui dit, si vous venez à vélo, vous allez payer un petit peu moins cher. Donc, voilà, les actions, elles peuvent être vraiment à différents niveaux. Et on voit en tout cas que cette question de mobilité, ça va être une des questions majeures à traiter. Une autre question très importante, c'est la question énergétique. Et là, c'est un enjeu économique pour les entreprises. Pour donner juste des exemples d'études qui ont été réalisées, la consommation électrique moyenne, selon l'ADEME, d'un hôtel est à peu près de 241 kilowatts par mètre carré et par an. Et on a des postes donc qui vont du chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, eau chaude. Donc, vous avez la répartition de ces différents postes. Et sachant que aujourd'hui, c'est un des enjeux, je dirais, sur le côté rentabilité économique des structures. Un exemple d'action aussi menée, par exemple, la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air qui a solidarisé, en fait, a mutualisé des achats d'électricité. Et on a plus de 800 campings en France qui, déjà l'année dernière, ont acheté de l'électricité de manière collective pour bénéficier de meilleurs prix. Et puis, ils ont lancé également un observatoire justement pour, pareil, évaluer ce qui se passe en matière de consommation énergétique et voir de quelle manière ils avancent et ils progressent dans ce domaine-là. Alors, il y a un webinaire, on l'a évoqué tout à l'heure, qui va avoir lieu là, le 16 octobre. Donc, bien sûr, je vous invite à en faire la publicité la plus importante puisque ce webinaire sera animé par Betterfly. Et bien sûr, réduire ma consommation et mes factures d'énergie en 2024, c'est un point tout à fait intéressant, je pense, à suivre. Alors, pour cette notion de mobilité, on a aussi des solutions dites digitales pour développer les offres de mobilité. Vous avez une start-up qui a développé un système de comparatif et pour combiner aussi, réserver les trajets bas carbone sur une seule et même application. Je pense que ce sont des choses qui vont se développer là. On avait vu l'année dernière aussi que la région, Savoie-Mont-Blanc,
enfin pas la région, le département, la destination Savoie-Mont-Blanc a lancé également un système de ce type-là. Ce qui est intéressant avec cette startup, c'est qu'ils ont créé aussi un widget qui peut être intégré sur des sites web de destination, des sites de visite ou d'événements. Donc, voilà, vous pouvez donc mettre ce widget et susciter le fait que les clients vont pouvoir comparer, combiner, réserver leur mobilité. Alors, autre point toujours dans ces questions de mobilité, les bornes électriques, les vélos et bien sûr les VAE, vélo à assistance électrique. Plus d'un vélo vendu sur 4 en 2002 était un VAE. Il y a encore eu une augmentation, 12% de plus par rapport à 2021. Donc, le VAE devient véritablement un vecteur à part entière et très, très utilisé par les clientèles. Ce qu'on sait également, c'est qu'à compter de 2030, les véhicules particuliers neufs devront émettre 55% de CO2 en moins que la moyenne des véhicules neufs en 2021. Donc là, on va aussi vers des choses assez drastiques. Et le 28 mars 2023, après pas mal de débats, les choses n'ont pas été tout à fait simples, évidemment, entre tous les pays européens, le Conseil de l'Europe a voté l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035. Donc, bien sûr, on ne sait pas s'il n'y aura pas quelques dérogations qui interviendront, mais ça n'empêche qu'on voit qu'il y a un certain nombre de décisions relativement fortes qui sont prises. Ce qui veut dire que, bien sûr, le développement de tout le parc de bornes électriques est un enjeu majeur aujourd'hui pour les destinations. Alors, quelques exemples d'actions. Anjou Tourisme met en avant, vous avez ici une petite copie d'écran en haut, les hébergements qui proposent des bornes de recharge pour les véhicules électriques. L'île de Ré, vous voyez dessous, fait de même, et avec un réseau qui a été, qui travaille et qui a équipé en fait tout un ensemble de lieux sur l'île de Ré. Et Sarthe Tourisme permet aussi aujourd'hui de sélectionner son hébergement en fonction des bornes électriques proposées. On voit d'ailleurs qu'il n'y en a pas encore énormément, mais voilà, on voit c'est vraiment aujourd'hui un grand pas aussi à réaliser. C'est en effet tout ce qui tourne autour à la fois des vélos électriques et tout ce qui tourne autour des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Pardon. Ensuite, passer des engagements aussi aux actions concrètes, c'est se donner les moyens de calculer les émissions de CO2. Alors, l'année dernière, j'avais évoqué, je suis parvenue dessus, là, des calculateurs qu'on peut utiliser de façon individuelle ou pour des petites entreprises. Les destinations commencent à travailler dessus et le CRT de Nouvelle-Aquitaine a créé un calculateur des émissions de gaz à effet de serre de tout le tourisme néo-aquitain. Donc, ils ont commencé à mettre en place un système pour évaluer ce que pèse le tourisme à l'échelle de la destination régionale, ce qui peut permettre aussi de travailler. Et vous voyez qu'on retrouve un peu des éléments tels que j'évoquais tout à l'heure. Là, on n'est pas aux 3/4 sur les transports, on est à peu près aux 2/3 à peu près. Donc, en tout cas, plus de la moitié, près des 2/3. Donc, ce qui est important, c'est que ça permet de situer en fait les enjeux, d'avoir un point zéro, de pouvoir calculer ensuite les évolutions, de voir de quelle manière on va progresser sur ces éléments-là. Des sociétés d'études, des cabinets aussi travaillent sur les tableaux de bord d'indicateurs environnementaux pour toujours justement se fixer à l'échelle de destination des travaux et à l'échelle de sites. Et donc, il y a une société, Murmuration, qui est une start-up basée en Occitanie, qui a développé des tableaux de bord de compréhension de l'état environnemental d'un territoire, avec aussi tout l'aspect suivi des actions de gestion de l'activité touristique. Et ils l'ont fait notamment avec un partenariat CNES, donc via des images satellites, l'utilisation en fait de données satellitaires, et puis également Orange Business, dont on sait qu'il travaille sur les flux touristiques depuis de nombreuses années. Donc, pour l'instant, il travaille à la fois sur qualité de l'air, état de la végétation, température, qualité de l'eau, mixé avec des éléments de flux. C'est encore à caractère un peu expérimental, mais des expériences sont menées, entre autres en Occitanie. Je sais qu'il y en a en PACA également dans le Var avec un parc naturel. Donc, des travaux
en cours pour travailler sur ces éléments d'indication. Alors, un autre élément aussi, toujours dans les destinations, c'est le label Destination innovante durable. Hein, le territoire nantais, cette année, vient d'être labellisé Destination innovante durable. Hein, c'est un label national, donc certifié par le Bureau Veritas, et qui vient, je dirais, quelque part, bien mettre en avant l'ensemble et travaille autour de l'ensemble des engagements pris par les acteurs sur tous les sujets de la durabilité. Hein, donc, vous voyez ici qu'il y a 8 enjeux et chantiers opérationnels qui ont été travaillés sur la destination nantaise. Hein. La gouvernance, la mobilité, pour arriver à une neutralité carbone à 2050, la consommation responsable, le tourisme en tant que moteur d'inclusion, l'économie aussi, le patrimoine, mobiliser les ressources pour favoriser une innovation durable, impliquer aussi les touristes, les professionnels, les organisateurs, et apporter une attention spécifique à la sécurité des publics. Alors, c'est notamment travaillé avec toute la partie aussi, voilà, destination, bureau des congrès, voilà, destination affaires. Et ça suit en fait beaucoup d'actions qui ont été déjà menées, puisque dès 2016, voilà, Nantes Métropole, c'était la première destination à apparaître dans le GDS Index sur les villes durables. Et en 2022, ils avaient obtenu la destination de la certification, ils avaient obtenu la certification ISO de 20121 qui porte sur la gestion responsable des événements. Donc, voilà, on voit aussi et on sait combien Nantes s'est investi déjà depuis pas mal d'années sur ces problématiques de durabilité. Alors, un autre élément qu'on voit arriver en termes d'actions qui peuvent être intéressantes, c'est un petit peu comme les séjours bas carbone. Eh bien, la Suède a travaillé, une destination de la Suède, hein, c'est un groupement d'offices de tourisme autour de Göteborg. Ils ont travaillé sur des vacances climato-intelligentes. Donc, ils ont lancé ces séjours en juin 2023. Et alors, c'est un peu expérimental, là aussi. Ils ont travaillé en partenariat avec 5 entreprises hôtelières pour créer des séjours en pleine nature qui concilient confort, écologie. Les personnes viennent en train et ils peuvent être pris en charge au dernier kilomètre via des voitures électriques. Et ensuite, bien sûr, il y a un calcul des émissions qui est réalisé. Donc, ils utilisent un calculateur qui s'appelle Travel et Climate, et ce qui leur a permis donc de travailler et d'essayer de modéliser, je dirais, des expériences de séjour bas carbone, ou comme ils l'ont intitulé, climato-intelligente. C'est une nouvelle manière, peut-être un peu plus fun, de parler des séjours bas carbone. Donc, vous avez ici le propos de la vice-présidente de l'Office de tourisme qui explique ce qu'ils ont voulu mettre en place. Donc, expérience intéressante. Alors, bien sûr, on se pose souvent les questions, quelles sont les étapes clés pour s'engager? Parce que c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu compliqué. Il y a quand même beaucoup de sujets à traiter. Hein. On voit l'énergie, les achats responsables, l'eau, les déchets, la biodiversité, la mobilité, le volet social. Et donc, à ce titre-là, je signale la formation qui est amorcée, une démarche de tourisme durable pour son hébergement, dont on a réalisé une première version l'année dernière et qu'on renouvelle cette année encore en liaison avec la Mayenne. Mais qui est en distanciel. Donc, ça veut dire qu'elle peut accueillir quand même un public un petit peu au-delà de la Mayenne. Donc, une formation qui peut donner les premières clés. Hein. Après, ça ne donne pas toutes les solutions, puisque ça donne des premières clés, des premières étapes, ça donne des pistes. Bien sûr, après, il faut parfois travailler en réseau et travailler avec d'autres partenaires pour continuer à avancer sur le sujet. Alors, c'est un peu l'objectif de l'AMI Tourisme Durable, qui est un projet qui était un appel à manifestation qui avait été lancé par Atout France et que Solutions Eco a obtenu via une candidature. Ils étaient parmi les 33 lauréats. Et donc, qui, sur 5 filières éco-responsables, permet donc d'aller proposer à la fois des formations, des ateliers de sensibilisation, des webinaires, et puis également d'avoir ensuite 5 projets coachés
Donc, je ne sais pas si éventuellement, Anne-Sophie, tu veux en rajouter un petit mot là-dessus, peut-être. Oui, bah, si tu peux passer peut-être à la slide suivante, comme ça, Oui. c'est peut-être un petit peu plus détaillé, effectivement. Donc, comme le précisait Françoise, l'idée, c'était d'accompagner donc 5 filières et proposer à la fois des formations sous différents formats, webinaires, ateliers, et puis ensuite proposer effectivement un projet de coaching, d'accompagnement individuel pour un projet plus spécifiquement. Donc là, vous le voyez en fait à l'écran, il y a les 5 filières qui ont été retenues, donc avec l'hôtellerie de plein air sur des enjeux sur la préservation de l'eau. Donc, il y a 3 ateliers qui vont être organisés. Sur le tourisme social, donc là, c'est en lien direct avec l'UNAT. Donc, et c'est le thème qui a été retenu, c'est sur les éco-gestes dans les hébergements. Donc, il y aura donc un webinaire suivi d'ateliers vraiment pratico-pratiques pour mettre en place, mettre en œuvre des éco-gestes, et puis un webinaire de suivi en fait post-formation pour favoriser les partages et les échanges. Sur la filière nautisme, le sujet de l'eau et de la préservation de l'eau est aussi au cœur de cette filière. Donc, il y a un atelier d'une demi-journée qui sera organisé. Sur le patrimoine, donc effectivement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est donc le sujet qui a été retenu, c'est sur plutôt le volet social du tourisme durable avec l'accessibilité donc à tous les publics. Donc, il y a donc un webinaire qui aura lieu le 12 octobre et puis suivi 2 ateliers de formation en présentiel, au château de Baugé en Anjou et puis à Tifauge, donc au château en Vendée, donc en novembre. Et puis sur la dernière filière, donc c'est l'agritourisme, où il y aura donc 2 ateliers qui là portent sur des sujets un peu plus larges parce qu'il y a à la fois, ça va traiter les économies d'eau, d'énergie et de gestion des déchets aussi sur des sites agritouristiques. Donc là, il y a 2 formations également qui auront lieu donc en Vendée à la ferme de Maisonneuve et puis en Loire-Atlantique à la ferme de la Garlay. Et donc sur l'ensemble de ces 5 filières, en fait, il y a donc chaque professionnel est invité à, à postuler en fait pour nous faire part de son projet justement dans cette transition durable. Et ensuite, donc, il y aura un projet qui sera retenu par filière pour être accompagné d'un coach, enfin d'un expert en fait, qui vraiment sera là pour aider justement le professionnel à mettre en œuvre en fait ce qui a été dispensé lors des formations pour vraiment l'accompagner jusqu'au bout. Et ce projet en fait sert aussi d'exemple, servira en fait d'exemple pour l'ensemble de la filière. Voilà, et pour juste compléter sur les intervenants, c'est vrai que sur la partie eau, hôtellerie de plein air et d'autisme, on va travailler avec Betterfly. Sur l'UNAT, les éco-gestes et l'agritourisme, on va travailler avec Colibri. Et donc sur le patrimoine, ce sera Culture Accessible qui va intervenir sur ce sujet. Voilà. Et donc, pour continuer, il y a aussi le soutien de l'ADEME. Alors là, il y a à la fois, il y avait le fonds de soutien pour les hébergeurs et restaurateurs dont on avait parlé l'année dernière. Et là, il y a un nouveau fonds qui a été lancé, aussi débloqué pour soutenir des formes émergentes de slow tourisme et d'écotourisme. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile. Voilà. Les règles ne sont pas toujours évidentes. Ça ne concerne pas la totalité. Là, c'est selon la commune d'implantation. Il y a quand même un peu plus de 1200 communes éligibles en Pays de la Loire. Donc, des choses voilà, qui sont en cours, là, je crois, d'ici mi-octobre ou vers le 20 octobre. Et puis, le rappel de vos contacts. Hein, là, je ne m'étends pas là-dessus, mais les personnes que vous pouvez contacter sur ces sujets seront présentes dans ce support. Et un dernier aspect qu'on avait également évoqué l'année dernière, c'est prendre en compte l'impact du numérique, hein, puisque on est aussi, et on va parler ensuite de l'e-tourisme, prendre en compte l'impact du numérique. Il y a un rapport tout récent qui vient de sortir sur l'impact environnemental en 2030 et 2050 en France par l'ARCEP et l'ADEME. Et donc, on voit, ils ont établi un certain nombre de scénarios. On voit que si on ne fait rien, c'est le scénario tendanciel, et bien d'ici, en 10 ans, hein, entre 2020 et 2030, on voit comment c'est exponentiel. Il va y avoir 45% d'émissions de CO2 en plus via le numérique. Et le numérique correspond déjà à une part non négligeable des CO2 émis. Donc, on voit qu'il y a là aussi un scénario de sobriété, donc des éléments de sobriété à mettre en place. Alors, un des éléments forts, bien sûr, qui pèse lourd, un petit peu comme la mobilité qui pèse, on l'a vu dans le tourisme, un des éléments forts qui pèse dans le numérique, c'est les équipements.
et la fabrication des équipements. C'est quand même un des points importants. Et donc, bien évidemment, tout ce qui peut permettre d'aller vers des équipements recyclés et qui durent en termes de numérique, c'est véritablement un point essentiel. Alors, je vous rappelle qu'on avait un webinaire qui avait eu lieu le 22 novembre 2022 sur ce thème-là, vers un numérique des responsables. Et donc, vous avez le replay sur le site de l'Académie. Donc, vous pouvez reprendre parce que les grands éléments qui avaient été donnés à l'époque sur des pistes aussi de travail ou de solutions étaient évoqués. Et je pense que c'est un point également à travailler. Et puis, dernier point aussi que je voulais évoquer, c'est la valorisation des acteurs et des offres qui s'engagent. Les destinations, notamment, ont un rôle par rapport à ça. Vous voyez ici ce qu'a fait l'Hôtel de Saumur avec une véritable rubrique tourisme durable. Bon, je suis sûre que ce n'est pas le seul, hein, un Pays de la Loire, mais c'est celui sur lequel je suis tombée rapidement, et qui a une rubrique très étoffée, puisqu'on a tous les éléments qui permettent de préparer les hébergements, la restauration, les sites à visiter, les circuits courts, même des lieux engagés type tiers-lieux, etc. Et puis les bons réflexes à avoir pour les clientèles, donc une sensibilisation aussi des clientèles. Donc voilà, une rubrique bien complète. Donc vous avez ici quelques exemples, voilà, les restaurants engagés. Vous avez ensuite, voilà, pour sensibiliser les clients, mesurer, découvrir l'impact de votre transport sur le climat. Donc on peut calculer son empreinte à pied, à vélo, les transports en commun, etc. Donc un petit outil qui est mis à disposition. Et puis en termes d'offres, voilà un exemple, une journée à Saumur sans ma voiture. Qu'est-ce que je peux faire sans ma voiture? Voilà. Donc des éléments voilà très concrets, et les destinations voilà ont un rôle aujourd'hui essentiel. On l'a vu tout à l'heure, hein, dans les freins des clientèles, c'est aussi la valorisation, c'est l'information, c'est la communication, c'est le récit en fait qui va être différent et qui va permettre aux clientèles de se projeter aussi vers quelque chose de nouveau et de différent. Et un exemple qu'on m'a signalé aussi, cet écolieu, la Gâtaudière, qui est en Vendée. Voilà un gîte qui, sur son site web, explique bien, et on voit bien, je dirais même dans les mots-clés qu'ils vont utiliser, qu'ils mettent en avant ce côté gîte écologique, éco-responsable. Mais ce n'est pas juste un gîte, ils font aussi des ateliers ouverts à la fois aux visiteurs, à la population, sur les zéro déchets, sur beaucoup de sujets. Et puis, c'est un lieu réservable aussi pour des stages voilà, justement pour méditer, faire du yoga, faire du bien-être, etc. Donc, un écolieu tout à fait dans cet esprit, et voilà, qui va justement valoriser et mettre en avant l'ensemble de ce qu'il réalise. Alors, je signale la petite formation, à chaque fois vous avez le petit E en haut, c'est des formations qui sont en lien, et on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une nouvelle formation qui est sur justement communiquer sur vos engagements durables et responsables. Donc, c'est l'occasion aussi de travailler sur ce point. Et puis, ceux qui vont jusqu'au bout des engagements, l'exemple de Patagonia, hein, vous l'avez peut-être vu passer, c'était en septembre 2022, hein, donc c'était déjà, j'aurais pu l'évoquer l'année dernière. C'est voilà, le Patagonia, le patron de Patagonia, le cofondateur, qui a décidé de faire don de l'entreprise, alors valorisé 3 milliards de dollars, à un trust chargé de respecter les valeurs et à une association environnementale, voilà, qui va récupérer l'ensemble des profits. Et donc, son propos a été de dire « Désormais, la Terre est notre seul et unique actionnaire ». Voilà, à partir de maintenant, tous nos bénéfices seront reversés à notre mission de préservation de l'environnement. Donc, voilà un exemple d'aller jusqu'au bout de ces engagements. Donc, pour ce dernier sujet, je voulais vous proposer un petit klaxon. Alors, j'espère que ça va marcher parce que j'ai quelques petites déconvenues là tout à l'heure avec klaxon. Donc, je vous me signalerai si ça marche ou si ça ne marche pas. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir aller sur cette… alors, soit vous flashez le QR code, hein, tout simplement. Vous avez un code qui est le code FFX3QRQ qui est indiqué ici. Et puis, vous n'avez juste qu'à saisir un pseudonyme et pouvoir, sur un tableau, un écran, un tableau blanc, tout simplement indiquer vos actions ou projets que vous souhaitez mettre en œuvre.
Alors, j'espère que vous pouvez y avoir accès. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être arrêter de partager juste 2 secondes. Alors, est-ce que ça marche? Ça fonctionne, hein, Françoise. Ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. J'espère que pour tout le monde aussi. D'accord. Donc, en fait, ce que je vais vous proposer, parce que j'avais mis un titre, mais qui a sauté, vous voyez, les petits inconvénients de Klaxoon qui ne me fait pas toujours les bonnes choses. Ah, zut, donc ça, je passe comme ça. Hop, alors. Donc, vous pouvez utiliser des post-it, tout simplement. Alors, à chaque fois, vous avez un petit plus. Je vais vous l'indiquer, je vais partager, en fait, l'écran blanc. Donc, vous avez un petit plus ici. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est les actions déjà réalisées. Vous pouvez les mettre, par exemple, en jaune, voilà, ou en vert. Euh, Juste une question, Lisa, puisque tu me disais que vous aviez bien accès à l'écran. Est-ce que c'est bien l'écran que je vous montre là? Parce que je ne vois aucun post-it apparaître pour l'instant sur l'écran. Donc, l'idée, c'était quelles actions vous avez déjà réalisées avec une couleur de post-it. Je vois déjà des post-it, moi, Françoise, rose, jaune. Ah, d'accord. Essayer Donc, de rafraîchir ta page, éventuellement. ouais, tu vois, je sais bien qu'il y a un petit bug. Je ne sais pas d'où il vient ce petit bug. Ah ouais, lui, il me dit que... D'accord. Alors, ah, voilà, attention. D'accord. Voilà, ça y est. OK. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... voilà, en jaune, c'est ce que vous faites déjà. Et puis en rose, c'est vos projets. Voilà, comme ça. Donc, je vérifie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous réalisez ou ce que vous souhaitez réaliser. Ah, merci Anne-Sophie d'avoir envoyé, parce qu'en fait, moi, j'ai une petite difficulté là avec mon écran. Voilà, super. Et oui, parce qu'il n'y avait plus l'accès au QR code, en effet, puisque j'ai mis le panneau. Donc, si vous avez aussi un petit propos à dire sur ce sujet du tourisme durable, avant que j'attaque la deuxième partie de la conférence, n'hésitez pas, si vous souhaitez aussi prendre la parole, vous pouvez éventuellement ouvrir votre micro et prendre la parole. Une question à propos? Donc, je vois que ce qui est noté, c'est de sensibiliser les propriétaires aux gestes éco-responsables. Donc, je ne sais pas qui a évoqué cela. Formation, alimentation durable, accompagnement sur des diagnostics énergétiques aussi. Allonger la durée de vie des brochures, éviter de rééditer au niveau des structures touristiques. Et puis, dans des projets, l'idée de collecter... François, je me permets d'intervenir. Il y a une personne qui demande comment on fait pour ajouter un post-it. Normalement, vous avez votre écran et en bas, Ah, il y a un petit plus, vous voilà avez ici. une petite pastille avec un plus. Et c'est là Plus, où vous cliquez et vous pouvez ajouter. voilà, voilà, on clique sur le petit plus et on a un post-it. Et après, ici sur le côté, je choisis la couleur du post-it. Voilà.
Donc, mise en place de rendez-vous développement durable aussi avec les professionnels sur les différentes thématiques, hein. Je pense que ça, c'est aussi au niveau d'une destination. Alors, est-ce qu'il y a encore des... Voilà. Mauvaise connexion, Céline. Ah, dommage. Oui, Françoise, c'est Oui, Céline. oui, Alors, ce que je peux dire, nous, depuis plusieurs années déjà, on a mis des bornes électriques, ça, on s'en félicite pour les voitures. oui, Et c'est très apprécié forcément puisque c'est gratuit. oui. Et puis, ça permet aux gens qui sont équipés de venir se recharger pendant qu'ils sont sur le parc. Mm. Cette année, ce qu'on a fait aussi, bien sûr, sur le snack, c'est arrêter au maximum la vaisselle jetable pour être conforme à la loi. Par contre, les gens ont oublié cette loi, hein, pour info, hein. Ils ne comprennent Mm. pas qu'ils doivent donner des consignes. Donc, il y a quand même un travail je pense quand même De sensibilisation, ouais, d'information à ouais, faire. Ouais, toujours à faire toujours à énormément faire. auprès du Ouais, public, hein. Ouais. oui, oui. Parce que même les poubelles où on trie les déchets, c'est le cas chez nous, c'est pas, les gens ne suivent pas, hein. Non, c'est pas nickel encore, hein. Mais c'est Donc d'ailleurs déjà, pas. sur les bases, il y a beaucoup à faire, hein. Il y a beaucoup à faire, en effet. On le voit d'ailleurs, y compris dans notre quotidien, en fait, hein. On Oui, voit oui, bien oui, oui. que ces problématiques-là, et c'est là où on voit tout le décalage entre, en effet, des propos parfois qui, dans certaines enquêtes, voilà, disent oui, on veut du durable et du responsable, et à côté, les actes qui ne collent pas toujours et qui nécessitent en effet un travail de sensibilisation un peu au quotidien. Ouais, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Oui. Merci, merci Céline. Alors, je vois aussi fournisseur d'électricité Enercop. Oui, oui, c'est d'ailleurs le gîte que j'ai évoqué, la Gâtaudière. Je sais qu'ils se fournissent à Enercop. C'était indiqué sur leur site web, hein. Ils expliquent un petit peu toute leur démarche. Euh, téléphone Fairphone, hein. Oui, loué à Common. Et communication plus légère possible par Internet. Là, on est en effet dans les aspects de numérique durable. Et tout ce qui est aussi marchandises achetées localement, si possible en bio, par l'intermédiaire d'un grossiste engagé. Alors, je vois l'eau retraitée par phytoépuration. Est-ce que quelqu'un peut, la personne qui a dit ça peut juste l'expliquer? Et puis après, je passerai au chapitre suivant, hein. Phytoépuration, en quelques mots, qui a évoqué ça. Vous pouvez ouvrir le micro et expliquer éventuellement. Oui, bonjour, c'est Guillaume de Bellepoule. En Mayenne, Oui. les eaux du gîte et du bar sont effectivement traitées par phytoépuration. Ça veut dire qu'en fait, les eaux passent d'abord par un bassin euh, qui est peuplé de roseaux, qui Mm, font, surtout par activité bactérienne, une première épuration des eaux, puis ensuite les eaux passent dans un bassin avec un gros mélange de plantes aquatiques pour finir par un drain. mm. C'est actuellement le moyen le plus efficace de traiter l'eau, puisque l'eau, on pourrait la considérer comme quasi potable à la sortie, et surtout sans autre intervention que l'entretien d'un espace vert, on va dire. Voilà. Oui, qui en même temps, oui, un espace de biodiversité Oui, aussi. tout à fait. Mm, mm. Voilà, donc un exemple intéressant. Et puis, les exemples aussi qui ont été évoqués avec MyGourde pour remplir les gourdes des touristes, en effet, ou la gourde Friendly, tout le dispositif. Aujourd'hui, pas mal d'applications qui existent pour permettre aux personnes de savoir où est-ce qu'elles peuvent remplir leur gourde d'eau. Euh, donc, voilà, des choses que vous évoquez. Installation de nichoirs et autres gîtes à chauves-souris, voilà, dans les hébergements également. Donc, il y a à la fois des petites choses, des choses plus importantes, des sujets qui traitent à la fois du numérique ou de la mobilité ou des déchets, de l'énergie, hein. Le compostage, bien sûr aussi.
Donc, je laisse, pour l'instant, ce panneau reste ouvert. Je le refermerai tout à l'heure. Mais voilà, il est à votre disposition pour continuer. Et je vais continuer la conférence. Alors, on va parler maintenant des évolutions technologiques. Oui, les évolutions technologiques et notamment le grand sujet à l'ordre du jour cette année, ça a été l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que pour les gros, enfin, on évoquera aussi ce qu'en font les grosses structures, mais elle peut être à portée de tous finalement. Elle peut permettre de travailler sur de la rédaction d'offres, de courriels, des publications sur les réseaux sociaux, des argumentaires de vente. Voilà, on peut demander à l'intelligence artificielle une réflexion là-dessus, des propositions. Ensuite, voilà, vous aménagez, vous les gardez, vous les modifiez. Vous pouvez travailler là-dessus. Ça peut aider à trouver les bons mots-clés aussi pour le côté référencement naturel. Ça permet de rédiger, pourquoi pas, votre foire à questions, hein, et préparer des réponses aux questions des clients. Ça peut permettre de rédiger des descriptions de postes, des annonces de recrutement. Et ça peut permettre aussi, un peu plus loin, là, lié à des outils, de travailler sur des plannings d'activités, gérer des flux, voilà, différentes solutions plus économiques ou statistiques. Donc, il y aura un webinaire, vous l'avez vu aussi dans la liste des cafés de l'Académie, comment utiliser ChatGPT et les autres services d'intelligence artificielle dans votre activité. Pour l'instant, voilà, on a préféré le format webinaire. On ne sait pas voilà, si la formation, c'est quelque chose qui sera envisagé, peut-être l'année prochaine, mais voilà, à réfléchir. Les conséquences de cette intelligence artificielle, elles sont importantes en matière de recherche sur Internet, puisqu'elles sont intégrées maintenant dans beaucoup de moteurs de recherche web, Google, Bing, etc. Elles sont intégrées dans les moteurs de réservation. Ce qui veut dire qu'il y a un enjeu majeur, plus que jamais, de tout ce qui est qualité, précision et fraîcheur des données. Les données que vous mettez sur vos écosystèmes web, et notamment sur votre site web. Il y a des chatbots qui peuvent traiter jusqu'à 1100 points d'information pour répondre, hein. Ça peut aller très loin, voilà, jusqu'à y a-t-il des clés USB dans les chambres. Donc, l'enjeu, ça a été de choisir les données que l'on délivre aux plateformes et de garder, en effet, les données sur son site qui sont aussi des données essentielles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout donner. Il faut aussi faire venir vers votre site et avoir aussi des données riches sur votre site. Donc, voilà, le cofondateur d'un outil qui s'appelle PerfectStay a dit que ChatGPT va tuer le moteur de recherche tel qu'on le connaît depuis 20 ans. En tout cas, ça va franchement le faire évoluer. Et donc, quelque part, voilà, la fraîcheur, la précision de vos données, c'est capital. J'en reparlerai tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, mais par rapport aux grands groupes. Et puis, un autre sujet que je voulais évoquer dans les sujets, je ne vais pas revenir sur le métaverse, bon, c'est pas encore, c'est encore assez expérimental. Les NFT aussi, ça reste aussi expérimental, mais voilà, Dunkerque, qui déjà l'année dernière avait commencé des actions avec une société spécialisée dans ce Web4, la société Vitland, et puis avec un couple d'influenceurs. Ils ont donc renouvelé, ils poursuivent leur expérience. C'est intéressant à regarder et à suivre. Ils ont fait designer par un artiste 20 NFT. Les NFT, donc je le rappelle, ce sont des productions digitales. Donc ça peut être des œuvres digitales, des billets digitaux, mais qui sont individualisés et cryptés avec la blockchain. Donc, ils leur donnent un élément totalement individuel. Voilà, on l'achète et il n'est que pour soi. Et il a été donc vendu là au moment des mondiaux de kitesurf à Dunkerque. Ils en avaient donc prévu une vingtaine qu'ils ont vendu 59 € avec des systèmes différents. Ça allait de celui qui était juste pour des activités nautiques, celui qui proposait des hébergements et de la restauration, celui sur lequel on avait des activités légendaires, par exemple une nuit dans un hôtel 4 étoiles et puis être en Zodiac pendant le championnat de kitesurf. Et en fait, les gens ne savaient pas, il y avait un peu cet aspect aussi jeu, tirage au sort, etc. Ils achetaient et finalement, ils pouvaient se retrouver avec quelque chose de plus ou moins important comme gain à l'arrivée. Et ça a donc très, très bien fonctionné cette année. Donc, ils continuent à faire des petites expériences sur ce sujet.
Donc, c'est des choses, voilà, on voit, on suit les expériences et on voit de quelle manière des choses vont se mettre en place. Mais je pense que des grands, voilà, des grands acteurs du tourisme, je pense notamment aux très grands parcs d'attractions, etc., vont sans doute à un moment commencer à travailler là-dessus. Alors maintenant, les évolutions des grands acteurs du web, hein, Google, les plateformes de distribution, qu'est-ce qui bouge? Ben, ma foi, ce qui bouge, c'est toujours Google. Alors, toujours leurs mises à jour, hein. Ils nous font 2 mises à jour par an de leur Google Core Update, qui sont leurs algorithmes, hein, de recherche, hein, réguliers. Donc, il y en a eu une en mars, il y en a eu une en mois d'août. En fait, on ne sait jamais trop, hein, même les grands spécialistes ne savent jamais trop vraiment qu'est-ce qui va se passer suite à ces actualisations, ces mises à jour. Donc, le plus important, c'est en général d'effectuer un comparatif, hein, de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant le mois de mars, après le mois de mars, avant le mois d'août, après le mois d'août, hein, voir si on a été impacté ou pas dans son référencement naturel. Et puis, se rappeler aussi que le dernier algorithme très important qui s'appelle Google Helpful Content, qui a été lancé l'année dernière, privilégie vraiment la qualité et l'utilité des contenus. Donc, on revient voilà, à ce que j'évoquais tout à l'heure aussi avec l'intelligence artificielle, c'est voilà, mise à jour, adaptation des réponses aux attentes des internautes, des réponses utiles. Donc, ça privilégie vraiment cette notion de bien répondre aux attentes de l'internaute et de façon précise. Alors, il y aura pas mal de webinaires et formations sur ce sujet. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y aura un webinaire sur les dernières tendances et points clés pour être bien référencé sur Google au mois de décembre. Des formations, travailler votre référencement naturel sur Google, fondamentaux, booster le référencement, la visibilité de votre site, et puis aussi améliorer les contenus de votre site web pour gagner en visibilité. Donc, voilà, des formations sur ce sujet parce que ça reste très important de continuer à suivre. Je dirais le référencement naturel, voilà, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme votre voiture, vous la faites réviser très régulièrement. Ben là, c'est pareil. Hein, voilà. Il faut vraiment réviser son site web en permanence autour de son référencement naturel et vérifier qu'on est bien positionné. Sinon, dans Google Ads, ils ont créé un nouvel outil aussi qui s'appelle Performance Max for Travel, qui est pour le tourisme, notamment pour les réservations aussi hôtelières ou d'hébergement. C'est intégré à Google Ads et ça permet de promouvoir son établissement sur tout le réseau Google, avec en plus une analyse vraiment transversale détaillée de toutes les performances. Ils ont constaté plus de conversions, évidemment, dès qu'on travaille ces éléments-là. Bon, après, Google Ads, voilà, ça reste un outil que tout le monde ne va pas utiliser, puisque le référencement naturel reste prioritaire. Hein, on le rappelle jamais assez. La fiche Google My Business, bien sûr, Google My Business Profile, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant, elle reste toujours aussi importante. Hein. Alors, même si il va falloir suivre, et ça, je vous donne rendez-vous en 2024, hein, parce que là, pour l'instant, je ne peux pas savoir exactement. On sait qu'il y aura peut-être des modifications. Parce qu'il y a une nouvelle loi Digital Markets Act au niveau de la Commission européenne qui oblige les grands GAFA à être voilà, un petit peu moins gourmands sur les données personnelles et leur utilisation. Et donc, il est possible qu'il y ait peut-être des petites modifications de Google My Business Profile, mais on ne sait pas encore lesquelles. Pour l'instant, votre fiche, il faut toujours qu'elle soit remplie à 100%. Le choix vraiment des catégories principales et secondaires, les mots-clés qui facilitent la recherche locale, la gestion des avis, le travail des photos et des vidéos, la publication d'activités et d'événements. Véritablement, il ne faut pas s'en priver puisque ça reste un outil majeur dans les recherches des clients, on le réévoquera tout à l'heure. Et puis, donc, toujours les mêmes grands acteurs de la distribution. Le top 5 bouge peu. Booking domine toujours. TripAdvisor a progressé, il revient un peu dans la course après quelques difficultés. Airbnb bénéficie toujours du plus fort taux d'engagement. C'est lui qui a la durée de visite la plus longue. Et puis en France, bien sûr, SNCF Connect, The Trainline sont dans les places derrière. À rappeler aussi, voilà, plus des 2 tiers des visites se font par mobile. Hein, ça reste aussi, bien sûr, l'élément clé par rapport à ça. Donc, le top 5 bouge peu. Booking, il est finalement voilà, post-Covid, hein, après des difficultés, évidemment, qu'ils ont tous eu, les OTA, au moment du Covid. Ils sont au mieux de leur forme et ils investissent dans l'intelligence artificielle. Donc,
En 2022, ils avaient enregistré plus de 25% de progression par rapport à 2019, c'est-à-dire avant Covid. Donc, on voit qu'ils ont vraiment bien, ils sont repartis très fort. Et puis, il vient de lancer via son application mobile un planificateur de voyage baptisé AI Trip Planner. AI comme intelligence artificielle, qui est nourri avec justement l'intelligence artificielle générative d'OpenAI. Et l'idée, c'est d'adresser aux voyageurs des recommandations ultra personnalisées pour préparer leur séjour. Donc, on va vers ce côté planificateur, aide finalement, dans le cadre de leur relation client, aide à la planification du séjour. Et Expedia et Kayak sont en train de faire de même, enfin, ils ont fait de même. Donc, on voit en effet, voilà, tous ces gros opérateurs, ça y est, ils sont nourris à l'intelligence artificielle. Expedia devient une grande plateforme technologique. Ils sont toujours OTA, mais en fait, ils deviennent surtout un très grand opérateur technologique. Donc, ils ont lancé Open World, une plateforme importante qui met à disposition, en fait, de tout type de partenaires, des banques, des compagnies aériennes, des agences de voyage, voilà, des influenceurs, tout type, voilà, Open World accélérateur. Et ils ont créé vraiment tout un ensemble de briques technologiques. Ils vont se situer sur le terrain, voilà, des grands, ce qu'on appelle les grands GDS, les grands distributeurs de voyages, comme Sabre, Amadeus, Travelport, etc. Donc, voilà, un changement un petit peu de vocation aussi pour Expedia. Airbnb, ben voilà, ils sont en train de préparer leur nouvelle plateforme boostée à l'IA au printemps 2024, donc toujours même chose. Et puis, ils font une pause dans leurs expériences. Donc, ça, c'est un point un petit peu important, c'est-à-dire qu'ils proposaient des expériences, les expériences Airbnb. Là, ils gardent les expériences qu'ils avaient déjà engrangées, mais ils n'acceptent plus de nouvelles expériences. Ils font une pause sur le sujet et donc on ne sait pas exactement ce qui va advenir suite à cette pause. Voilà. Donc, l'IA va leur permettre, en fait, eux aussi, ils vont travailler sur la relation client beaucoup et ils vont simplifier toutes les conditions d'utilisation et sans doute aussi faire des résumés automatiques d'avis lorsque le nombre des avis est important. Donc, travail de l'IA. Alors, en parlant voilà, d'Airbnb, il y a eu des grands débats cette année sur les problématiques de logement locatif et de l'impact de Airbnb sur un certain nombre de zones très, très touristiques. Et il y a donc des rapports qui ont été réalisés à la fois par l'Assemblée nationale, par des propositions de loi qui ont été travaillées. Et donc, il y a d'une part des nouvelles réglementations, puisqu'il va y avoir beaucoup plus de communes qui vont être classées, ce qu'on appelle en zone tendue, c'est-à-dire avec en effet une déréglementation particulière due à une tension sur le logement. Je dirais dans ces cas de ces réglementations, la décision sera communale, c'est-à-dire les maires ont la possibilité de surtaxer les logements vacants. Pardon, j'ai fait une petite faute, je vois, ce n'est pas les logements vacants, c'est les logements vacants. Une hausse des taxes résidences secondaires, possible jusqu'à 60%, donc ça peut aller assez haut. Et puis également l'interdiction à la location des meublés touristiques classés G, plus, donc là, en lien avec les DPE, c'est-à-dire les diagnostics énergétiques qui sont maintenant demandés pour les logements. Donc, il y a, voilà, les maires vont avoir la capacité sur ces communes situées en zone tendue de pouvoir prendre un certain nombre de dispositifs. Et puis, au plan national, il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui préconise de baisser le nombre de nuitées autorisées de 120 à 60 nuitées. Il y a une proposition de loi aussi pour ramener en zone tendue l'abattement fiscal qui était de 50% et qui allait même jusqu'à 71% pour les meublés classés, à revenir à 30%, qui est l'abattement normal pour les locations de longue durée. Voyez. Donc, voilà, on sent bien que le secteur du locatif est un secteur qui va connaître sans doute des évolutions là courant 2024. Alors, je reviens sur les grands opérateurs. TripAdvisor retrouve la croissance. TripAdvisor a renoué avec les bénéfices en 2022. L'Europe enregistre plus de la moitié des avis. Il y a une belle progression. En France, voilà, les visites des pages d'hôtel ont bien progressé entre 2022 et 2021. Il y a une catégorie qui est très recherchée en France, c'est les attractions et activités. Donc, ce qui signifie que vraiment, pour tout ce qui est attractions et activités, TripAdvisor est important. Et puis des notes qui restent très positives. Vous avez ici le petit schéma des notes. On voit toujours que les 2 tiers des notes sont des 5
5 étoiles. Donc, on est toujours dans quand même beaucoup de positifs. Un des derniers opérateurs que je voulais évoquer, c'est Home Exchange. Home Exchange qui a beaucoup développé les échanges de maisons. Hein, voilà. Eh bien, la maison mère de Home Exchange a lancé Welcome Club. C'est un service de location saisonnière qui va être ouvert aux seuls propriétaires. Donc, il se lance un peu dans la location saisonnière. Simplement, ils s'y lancent de façon quand même assez raisonnable. Leur objectif va être à peu près de 2500 maisons et appartements d'ici à la fin de l'année, là. Ils ne veulent pas de professionnels et leur principe, c'est un parrainage. C'est un parrainage par les hôtes ou les vacanciers. C'est ensuite des frais d'adhésion annuels. C'est leur système qui fonctionne déjà pour les échanges de maisons et une commission très réduite, voilà, qui serait de 5,5 en fait. Voilà, donc, Home Exchange est en train de tester aussi des nouvelles formules avec pas seulement l'échange de maisons, mais également de la location. Alors, autre opérateur, c'est sur le marché des activités de loisirs. Le marché des activités de loisirs, on le sait déjà depuis quelques années, est un marché en très forte expansion au niveau digital. Et donc, on voit évidemment se développer tout un ensemble de plateformes. J'avais évoqué l'année dernière donc Alentour, qui est une plateforme donc, qui est poussée un peu par le national, qui propose aux voyageurs une liste d'activités à proximité qu'on peut réserver via son smartphone. Ils sont connectés donc avec tout un ensemble de dispositifs, dont Ad-Hoc, hein, on en reparlera tout à l'heure, le dispositif régional IRESA, donc, qui fait partie de ce dispositif IRESA. Et puis, ils ont un nouveau partenariat cette année avec camping.com. Donc, avec également la possibilité pour les personnes qui passent par camping.com de pouvoir également connaître les activités à proximité. À noter quand même, c'est que dans un contexte où 2023 a été un peu contrasté, je dirais, en termes de saison, tout ce qui est activité de loisirs a connu, alors via ces structures, des fortes croissances. Hein. Manawa a connu une forte croissance, 44% d'augmentation au printemps, 23% cet été. Donc, il semble qu'on soit dans quelque chose qui se développe. Et c'est pour ça qu'il a été proposé cette année donc une formation aussi sur la vente en ligne pour développer votre activité de loisirs. Donc, pour que les activités de loisirs de la région essayent de se digitaliser aussi pour pouvoir développer la vente en ligne. Voilà. Et dans ce secteur d'activité, Get Your Guide lève aussi, vous voyez, 194 milliards de dollars pour se développer sur de nouveaux marchés. Donc, c'est l'un des canaux de distribution les plus puissants sur les activités au niveau international. Et avec, vous voyez, beaucoup de visiteurs qui viennent des États-Unis, puis d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni. Donc là, on est sur sur des marchés beaucoup plus étrangers, pour des personnes qui viennent visiter, et notamment pas mal d'excursions, hein, les excursions, les visites guidées, etc. Donc, ils testent aussi un plugin de ChatGPT. Donc, dans leur idée, c'est de pouvoir proposer évidemment des réponses précises à des requêtes conversationnelles. Hein. Voilà. Mais Get Your Guide, les taux de commission ne sont pas neutres, hein, puisqu'on a des taux de commission qui varient de 20 à 30%. Hein, donc, on est sur de la plateforme OTA assez traditionnelle dans son mode de fonctionnement. Alors, pour changer, justement, c'est le développement des plateformes de tourisme responsable, et pour faire le lien avec le durable qu'on a évoqué tout à l'heure. On voit que GreenGo poursuit son développement. Ils ont lancé un comparateur de transport bas carbone, une sélection des séjours sans voiture, et à signaler, donc, ils ont des avis clients positifs. Donc, ça, c'est une bonne résolution. Et une de ses particularités, c'est une entreprise à mission. Ce qu'on appelle une entreprise à mission, c'est un statut particulier aujourd'hui, qui est lié justement à des notions éthiques et responsables. Et première plateforme d'hébergement détenue aussi par sa communauté d'hôtes et ses clients, puisqu'ils avaient fait du financement collaboratif, et donc ils ont 418 micro-actionnaires de leur plateforme, hein, ce qui est un petit peu particulier aussi. Donc, vous voyez ici, en effet, des séjours sans voiture, dont un séjour sans voiture, je pense, dans l'Anjou, si je ne me trompe pas. Voilà. Toujours dans ces plateformes de tourisme responsable, nous avons Fairmove, qui, eux, ils sont portés par des business angels, des gros opérateurs. Donc, ils se développent pour l'instant beaucoup à travers des acquisitions.
Donc, ils ont acquis Oxygène, qui est spécialisé dans les voyages de groupe et pour les comités d'entreprise. Double Sens, qui est une agence de voyage équitable, donc là, qui est plutôt vraiment l'agence de voyage pour des voyages en immersion, etc. Et puis Betterfly, dont on a parlé tout à l'heure, qui développe les logiciels, qui intervient justement sur le tourisme responsable pour les hébergeurs et les territoires, et donc qui maintenant fait partie aussi du groupe Fairmove. Voilà. Donc, c'est un groupe en forte expansion dans ce domaine. Et puis, Wigo Green, dont j'avais parlé aussi l'année dernière, a connu quelques difficultés. Ils ont signé avec une plateforme de réservation, en fait, Abracadabroom, parce qu'en fait, leur plateforme propre de réservation n'était pas totalement satisfaisante. Donc, ils ont un portefeuille un peu plus réduit d'hébergement et ils diversifient leur activité sur des solutions de formation. Et donc, ils ont été retenus, entre autres, pour des formations en dom-tom, pour justement aller soutenir des hébergements, les aider à aller vers des démarches éco-responsables. Donc, ils ont monté une sorte de solution de formation digitale, tout en ligne, qui s'appelle Greenflow, et sur lequel il y a une partie diagnostic, une partie académie avec des modules, et une partie solution pour trouver des solutions éco-responsables. Donc, voilà, ils sont en train de se diversifier dans cet objectif-là. Et donc, pour revenir, je parlais tout à l'heure de Haddock, pour revenir au dispositif régional, donc vous avez donc toujours dans cette panoplie des outils de distribution et d'aide à la commercialisation, le dispositif IRESA, donc, qui permet à la fois de pouvoir faciliter votre vente en ligne avec l'intégration possible d'un module de réservation sur votre site internet pour développer vos ventes directes, et puis la possibilité aussi de pouvoir tout simplement vous revendre aussi, vous distribuer sur un certain nombre d'autres supports. On a vu tout à l'heure, par exemple, voilà, que Alentour fait partie des partenaires des solutions Open Réseau qui sont utilisées par IRESA. Donc, il y aura justement aussi une formation cette année sur choisissez les bons canaux de commercialisation en ligne pour rester maître de votre vente en ligne. Donc, on aura l'occasion d'évoquer IRESA dans le cadre de cette formation, mais pas que, puisque c'est un des outils à votre disposition et qui aujourd'hui évolue avec des possibilités, voilà, d'intégrer Chèque Vacances Connect avec la NCV, de compléter donc s'il y a d'autres modes de paiement, d'avoir des règles d'annulation beaucoup plus assouplies aussi, et donc de pouvoir faire évoluer la gestion tarifaire aussi dans OpenPro. Ça, c'est dans les projets à venir. Donc, les outils continuent leur évolution. Ces outils IRESA continuent leur évolution. Et le chiffre d'affaires est toujours à la hausse, et notamment, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, tout le secteur d'activité est de plus en plus réservé en ligne. On a justement un accroissement qui se fait notamment par le secteur des activités, avec des ventes qui ont augmenté de l'ordre de 15% pour les ventes d'été 2023 par rapport à l'été 2022. Donc, vous voyez que vraisemblablement, voilà, en fin d'année, on aura dépassé, puisque là, on a le chiffre de 2 600 000 qui est au 31 août. Voilà. Donc, si jamais après vous avez des questions à poser, je pense que Mélanie est là aussi autour de cette visio et peut répondre à vos questions si vous avez des questions sur IRESA. Et vous pouvez aussi les poser par chat, n'hésitez pas. Donc, suite à ce panorama des grands outils de distribution et des grandes plateformes et des possibilités, des startups et des concepts émergents, je pense que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui évoluent dans le tourisme et il y a des solutions qui peuvent être tout à fait intéressantes. Alors, voilà une solution dans quelque chose qui se développe dans le milieu culturel, c'est l'immersive Artbox. Voilà. Donc, c'est conçu pour être installé dans des villes qui peuvent être des villes moyennes, plusieurs semaines en itinérance. Donc, ce sont des salles immersives modulaires. Ceux qui ont créé ça, c'est ceux qui avaient créé l'atelier des Lumières. Donc, le fondateur, voilà, de New Art Experience, l'ancien directeur de l'atelier des Lumières, et puis avec une autre société spécialisée dans l'immersif également. Donc, ils ont créé ces salles immersives modulaires de conception éco-responsable. Ils ont une programmation diversifiée sur plein de sujets.
puisqu'on a l'histoire de l'art, la littérature, l'histoire, la nature. Et ils peuvent venir s'installer en fait pour des expositions temporaires sur 1 mois à 1 mois et demi. L'idée, c'est justement de pouvoir proposer ces nouvelles expositions immersives un petit peu partout en France, et que ce ne soit pas justement uniquement dans les très grandes villes qu'on ait ce type de dispositif. Donc, intéressant. Toug. Alors ça, c'est une plateforme last minute des activités de loisirs. Voilà, on parlait des activités de loisirs. Eh bien, voilà une start-up qui propose de la dernière minute. Voilà, du prix réduit dernière minute, prix réduit last minute. Donc, l'idée, c'est de proposer des créneaux à remplir en dernière minute à prix réduit. Voilà. Donc, il y a 5 thématiques: activités ludiques, sportives, culturelles, artisanales et touristiques de façon plus large. Ils ont des évolutions prévues vers une solution de yield management des activités de loisirs, en se disant, voilà, les activités de loisirs, il y a aussi des périodes de fort flux, de moins fort flux. Il faut aussi pouvoir, voilà, proposer des solutions. Et donc, vous avez quelques exemples là d'activités proposées. Pour l'instant, on est quand même essentiellement sur des activités un petit peu urbaines ou en milieu proche urbain, mais voilà, quelque chose, en tout cas une start-up qui propose un créneau intéressant. Vous avez aussi Henri Trip. Henri Trip, c'est digitaliser les activités culturelles et loisirs. C'est une application qui a pour vocation de servir de guide. Donc, de créer un itinéraire avec des visites, des activités culturelles, des loisirs, et qui peut permettre aussi de la médiation. Donc, voilà, un référencement gratuit, une tarification pour créer une visite numérique, voilà, personnalisée ou interactive. Donc, voilà, quelque chose qui vient compléter en fait la partie guide avec itinéraire, visite et activités culturelles. Et puis, dans ce domaine culturel aussi, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans le culturel. C'est Ask Mona, c'est un chatbot pour les visites culturelles et les offices de tourisme. C'est un outil de médiation multilingue et en fait, il peut intervenir à plusieurs niveaux. On peut faire de la pré-réservation, ça peut être un assistant de réservation pour les groupes. Avant la visite, ça peut donner des informations pratiques en lien avec le site internet du monument. Et puis, pendant la visite, de la médiation conversationnelle. Donc, répondre à des questions sur les œuvres. L'idée, c'est que ce soit conversationnel, en fait. Donc, ça utilise l'intelligence artificielle et ça permet donc de pouvoir, finalement, je pose une question sur l'œuvre, je vais avoir des réponses, je peux poser une deuxième question, etc. Donc, l'accès se fait par, finalement, une application qu'on peut flasher via un QR code. Et ils s'enrichissent via ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire que voilà, petit à petit, au fur et à mesure des questions, le système devient de plus en plus intelligent. Et là, ils ont créé quelque chose de tout à fait amusant, je dirais. C'est des magnets intelligents. C'est quelque chose donc, qui peut être vendu dans la boutique après, qui sont boostés à l'IA. Et donc, voilà, par exemple, Van Gogh a été créé pour Oise Tourisme. L'Office de tourisme de Rouen vient de créer un magnet Jeanne d'Arc. Et en fait, quelque part, ce magnet va permettre de pouvoir avoir non seulement le petit magnet, mais la conversation et une présentation de la personnalité en question, avec là aussi un système de questions-réponses. Donc, voilà, des choses assez originales. Et puis, une autre problématique, c'est lié à la location que j'évoquais tout à l'heure, les résidences secondaires. Eh bien, pourquoi pas profiter d'une résidence secondaire par abonnement? Et donc, ça, c'est la start-up Barack qui a lancé ça. On sait qu'une résidence secondaire, malheureusement, elle est occupée en moyenne que 10% de l'année seulement. Et là, l'idée, c'est de proposer des formules d'abonnement. Donc, le propriétaire, il va proposer gratuitement sa résidence secondaire sur la plateforme. Le client va prendre un abonnement, donc gratuitement au sens qu'il ne paye pas pour être présent sur la plateforme. Le client prend un abonnement et donc ça va être dégressif selon le nombre de week-ends par an et tout va être inclus, ménage, assurance, remise des clés, etc. Il y a une sécurisation du fait de la régularité, puisque justement, c'est pris par abonnement. Donc, il y a une sécurisation sur la relation entre le propriétaire et le visiteur, l'hôte. Et donc, vous avez déjà, on voit là, sur Pays de la Loire, j'ai vu, il y a quelques propositions déjà qui sont faites. Et il y a toujours un premier prix qui est un test pour un week-end. Voilà. C'est-à-dire que les personnes vont d'abord tester un week-end. Et ensuite, si ça leur plaît, ils vont prendre l'abonnement.
Voilà. Donc, c'est le système qui est proposé. Et c'est l'idée, en fait, pour les destinations, les territoires, de pouvoir développer l'occupation des résidences secondaires. Hein, à aller vers quelque chose et qui sécurise le propriétaire parce que c'est une relation régulière. Voilà, c'est un abonnement, c'est régulier, c'est pas du one shot. Voilà. C'est pas un client qui vient une fois. Donc, voilà une nouvelle idée aussi. Et puis, la dernière, je crois que je voulais évoquer, c'est une agence en ligne qui propose des voyages communautaires qui s'appelle GoAmigo. Et donc, cette agence de voyage, elle va permettre à des influenceurs, des marques, des professeurs qui ont des communautés et veulent créer des séjours. Hein, parce que je suis par exemple prof de yoga comme là, et je veux proposer un stage avec un séjour auprès de clientèle, mais je n'ai pas de plateforme pour ça. Et bien là, ils vont pouvoir travailler avec cette plateforme qui va donc les aider à monter leur séjour, qui va fixer donc le prix net avec l'ensemble du dispositif. Donc, plus besoin pour le prof de yoga de se dire, il faut que, voilà, si je veux proposer un séjour tout inclus, je ne peux pas, etc. Ben là, il va pouvoir le faire. Et ensuite, en tant évidemment qu'ambassadeur, il a son propre réseau, etc. Il va rajouter sa marge, il va proposer le voyage à toute sa communauté. Voilà. Donc, voilà un système aussi qui est assez intéressant et qui vient aider justement tous ceux qui veulent, à partir de leur structure et de leurs compétences, créer des séjours et des voyages, mais n'ont pas la capacité pour le faire. Voilà, donc GoAmigo. Voilà pour ce petit tour de piste des startups, hein, mais voilà, il y en a certainement plein d'autres. Hein. Là, j'ai fait juste une sélection de celles qui me semblaient intéressantes à partager avec vous. Donc maintenant, je vais aborder l'évolution des clientèles touristiques. Donc, évolution de ces clientèles, quelques points déjà macro sur les profils voyageurs des horizons en 2033. C'est Amadeus qui régulièrement fait ce genre d'études et qui donc essaye de cerner ce que va être le profil des voyageurs voilà, dans une dizaine d'années. Donc, qu'est-ce qu'ils ont constaté comme tendance? Des trajets plus rapides, des modes de paiement différents. C'est ce que cherchent les personnes, hein, c'est les tendances. Des voyages respectueux de l'environnement, beaucoup de personnalisation, et puis se souvenir des voyages de manière plus intense. Et ça, c'est vraiment un des éléments très forts, c'est pouvoir se souvenir des voyages de manière intense, donc pouvoir avoir des éléments de mémorisation du voyage, etc. Alors, ils ont identifié 4 profils. Alors, voilà, c'est aussi des profils voilà, internationaux. Hein, donc, on est assez large dans ces profils. Mais sur la France, plus particulièrement, là, j'ai repris ceux qui ressortaient du profil France. Les créateurs de souvenirs, ceux qui veulent vraiment avoir cette mémorisation de voyage, c'est carrément les 3/4. C'est-à-dire, c'est très différent d'autres nations, d'autres pays, d'autres clientèles étrangères. On a donc des clientèles là qui vont être pas enclins à utiliser obligatoirement les technologies les plus avancées, mais qui apprécient quand même tout ce qui est visite virtuelle, un peu immersive, etc. Qui ont des revenus faibles ou moyens, qui sont un peu inquiets pour leur sécurité, très attentifs au rapport qualité-prix. Hein, on est dans cette tendance-là. Et leur préférence, c'est les hébergements ruraux, les hôtels locaux. Donc, avoir ce côté aussi très proche au local. Et puis, un peu sécurité. Voilà, la sécurité. Hein, voilà, sécurité et le rapport qualité-prix. Donc, on a ce premier profil. On a un deuxième profil qui, en France, est à 16%, qui, dans d'autres pays, est plus important, hein, qui parfois est à 30%. C'est ce qu'on appelle les expérimentateurs enthousiastes. Et c'est des gens qui, en général, sont plus en solo. Ils ne vivent pas avec des enfants ou ils sont en couple. Mais, voilà. Ils ont beaucoup de facilité pour des déplacements fréquents, donc des clientèles un petit peu plus jeunes. Des revenus moyens à élevés. Ils ne sont pas très planificateurs. Et ils sont en quête d'expérience, de nouveautés. Mais voilà, ça fait partie aussi de ceux qui vont être un peu préoccupés, enfin plus préoccupés par l'impact de leur déplacement. Et puis, ils vont préférer les petits hébergements, les éco-hébergements. Voilà, on est un peu plus dans ces tendances-là. Et donc, en France, voilà, sur l'analyse d'Amadeus, il ne représente à peu près que 16%. Après, on a les aventuriers avant-gardistes. Donc, là aussi, des gens dans la moyenne d'âge, voilà, 23, 41 ans, qui vivent avec des partenaires ou des enfants.
Ils vont avoir des revenus supérieurs à la moyenne. Eux, ils sont férus de technologie, ils sont plutôt dans l'avant-garde, ils sont très équipés, ils sont préoccupés par la santé et le bien-être. Hein. On est sur ces clientèles très préoccupées de ça, très soucieux aussi de l'environnement. Ils sont prêts à payer plus cher pour des trajets, des hébergements bas carbone, etc. Ils ont, bien sûr, on l'a vu aussi, des revenus supérieurs à la moyenne. Hein. Eux, ça leur pose pas trop de problème de partager les données, d'utiliser l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle pour les voyages. Ils vont planifier, par contre, leurs déplacements parce qu'ils vont quand même s'organiser. Et puis, on a les tech-influenceurs du voyage. Donc là, c'est une toute petite minorité qui sont très jeunes, qui ont des revenus moyens, mais avec une vision progressiste du voyage, une préférence pour les hébergements authentiques, voilà, vivent comme un local, soucieux de l'environnement aussi, mais quand même, voilà, moins pour les déplacements parce qu'ils sont quand même très déplacements, ils sont un petit peu plus préoccupés pour leur lieu de séjour. Non, pardon, notamment le mode déplacement, pardon. Ils sont plus sur le mode de déplacement, excusez-moi, et moins pour le lieu de séjour. Et puis enthousiastes aussi pour utiliser toutes les nouvelles technologies. Alors eux, c'est vraiment les nouvelles technologies, mais avec une petite inquiétude sur la sécurité des données parce qu'ils connaissent bien et ils font quand même un peu attention et ils vont aussi planifier leurs déplacements. Donc on a ces 4 grandes familles qui ont été indiquées par Amadeus. Mais au-delà donc de ces 4 grandes familles, je voulais brosser avec vous peut-être plus d'autres tendances telles qu'elles ont pu ressortir là des dernières années et notamment de l'année 2023. Une tendance sociétale qu'on a pu remarquer, c'est la recherche de lieux frais. Et oui. Et ce qu'a indiqué voilà, une société qui travaille sur les tendances, dans les années à venir, la fraîcheur du climat devrait devenir un facteur clé dans le choix des destinations et des hébergements. Cette année, les îles Shetland ont fait un tweet voilà, sur les îles Shetland sont officiellement l'endroit le plus frais du Royaume-Uni. Maintenant, on s'en vante. Autrefois, c'était un élément négatif. Aujourd'hui, on va se vanter d'être sur des destinations fraîches. Les médias cet été ont pas mal diffusé les destinations fraîcheur. Hein. Vous avez voilà, ces exemples hein, d'un blog d'un côté et de l'autre de l'édition Ouest France du mois de juin. Voilà, 5 destinations idéales pour ne pas avoir trop chaud cet été. Donc voilà, bah, c'est quelque chose en tout cas à avoir en tête. Parce que ça va être en effet repris souvent par les médias. Donc, il y a aussi une réflexion à avoir au niveau, que ce soit des hébergements ou des destinations, pour mettre en évidence la capacité fraîcheur. Les prix, ça reste un élément essentiel. Hein, et donc, plus de la moitié des personnes qui ont été interrogées là, dans une étude Expedia apprécient les programmes fidélité. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des tarifs réduits. C'est l'argument le plus convaincant, c'est tarif réduit. Et près de la moitié des répondants ne réserveraient pas d'hébergement ou de transport si ce n'était pas remboursable. Donc, toujours ces tendances annulation et prix attractifs qui restent voilà, très fortement indiquées. Vous voyez ici la publicité d'Odalis voilà, qui indique bien voilà, les prix à partir le remboursement garanti, etc. Une tendance intéressante sociétale aussi, c'est le boom de l'artisanat et des savoir-faire. Hein. On constate que ce soit aux États-Unis ou en Europe, voilà, une progression de tout ce qui est artisanal, une évolution vers donc, le développement aussi de micro-entreprises. Hein. Ça a été aussi lié au Covid. Hein. Il y a eu un mouvement aussi qui est issu du Covid. Le développement des do-it-yourself, l'intérêt pour les visites d'ateliers et de créateurs. Voilà, quelque chose de nouveau aussi qui se développe, c'est visiter des ateliers de créateurs. Voilà. Et donc, il y a des plateformes de réservation dédiées, des réceptifs spécialisés qui sont en train de se développer sur cette thématique, hein, comme Weekendoo, Tiden. Voilà, donc on voit ce côté voilà, savoir-faire, l'importance des savoir-faire. Il y a certainement voilà, une grosse réflexion à avoir là-dessus. Et j'ai échangé justement sur ce sujet l'autre jour avec Karine Eston et Oriana, qui travaillent également sur cette notion-là. Des tendances sociétales aussi, tout ce qui est authentique, insolite, secret, unique, qui fait dire, voilà, le luxe de demain, c'est l'expérience authentique que d'autres n'ont pas fait.
Donc des voyageurs en quête d'expériences uniques. Il y a aussi voilà, cette idée aussi de nouveaux lieux ouverts au public, qui étaient des lieux fermés, qui maintenant sont ouverts. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en avant lorsque ça existe. Hein. Là, j'ai pris des exemples à l'étranger, mais il pourrait y avoir d'autres exemples. Voilà. Donc, et ça, c'est lié aussi à ce qu'on appelle l'économie de l'expérience, hein, qui aujourd'hui va un peu plus loin. C'est le petit schéma que je vous ai mis ici, qui dit non seulement, voilà, on passe d'un système qui était simplement qualitatif à quelque chose qui propose de l'expérience beaucoup plus personnalisée, quelque chose qui est vraiment unique et qui est vécu par les personnes, et aujourd'hui vers ce qu'on appelle la transformation. C'est-à-dire comment la personne qui participe finalement ressort transformée. Et donc, c'est lié aussi, d'une certaine manière, à ce que j'évoquais au début avec le tourisme régénératif aussi. Hein. Comment on fait participer aussi aujourd'hui les visiteurs et les autres, et en les faisant participer, ils vont aller beaucoup plus loin dans l'expérience qu'ils vivent et ils vont en ressortir transformés. Voilà. Je vais peut-être me permettre, Françoise, de Oui, dire un point. On parle de tourisme privilège. Et c'est vraiment oui, ça, c'est ce que tu expliquais, c'est se sentir privilégié. On ne met pas de luxe dans les hôtels 5 étoiles, mais on est vraiment sur ce privilège de vivre quelque chose chose. que les autres n'ont pas fait. Euh, et je rajouterais que sur certains territoires, on travaille avec des acteurs, même pas touristiques, mais qui font partie du tissu économique local et qui vont Ouais, partager leur expérience sur quelques mois. Voilà, nous en Bretagne, on peut parler de l'ostréiculture, mais ça peut être un producteur de chanvre. mm, Voilà, donc c'est vraiment ce tourisme privilège et on a de très très belles offres qui sortent déjà. mm. Sentez-vous privilégié, soyez privilégié. Oui, et c'est cette notion, en effet, de vivre quelque chose, comme c'était indiqué ici, que d'autres n'ont pas fait, de vivre quelque chose qui a un caractère un petit peu unique, exceptionnel, et qui est lié vraiment au territoire voilà, où l'on séjourne, donc, et qui est lié aussi ou à l'hébergement dans lequel on est. Hein. Ça rejoint l'écolieu tout à l'heure aussi de la Gâtaudière, hein, que je montrais, et où elle fait vivre, en effet, tout un ensemble aussi d'ateliers, voilà, de choses à ses hôtes, et ils en ressortent en effet aussi transformés avec cette notion d'avoir vécu quelque chose de tout à fait particulier. Alors, une autre tendance intéressante, c'est tout ce qui tourne autour du bien-être, la détente, la pause, la sieste, la déconnexion, le détox. Hein. Donc, là, on est toujours en quête de repos, hein, déjà, de temps pour se déconnecter, se faire du bien, bien-être mental et physique. Et puis, dans ces dimensions de nouvelles offres, hein, on voit apparaître des choses comme de la méditation et du yoga dans les vignes, le Meno Heaven en Grande-Bretagne, mais aussi en Vendée. Oui, accompagner la préménopause. Eh oui, bah, pourquoi pas. Et je vois que Noirmoutier, voilà, il y a quelque chose à Noirmoutier dans cette tendance-là. Je trouve tout à fait intéressant parce que ça met en valeur vraiment ces notions de bien-être. Et puis une autre tendance aussi, on voit même là, c'est carrément des hôpitaux, des médecins, etc., qui vont prescrire des visites culturelles pour raisons médicales. Donc, on voit qu'en effet, on parlait souvent aussi d'art-thérapie, de musicothérapie. La visite culturelle peut être un élément également de thérapie. C'est tout à fait intéressant de voir ces évolutions. On a Dans un les... produit, pardon, Françoise, Oui, on a un produit autour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec un ouais. guide spirituel. Et le soir, en fait, on regarde les étoiles, on regarde dans les lignes de la main. Voilà. Et voilà, on se reconnecte à la fois à soi et puis aux autres, parce que souvent aussi dans les chemins de Saint-Jacques, ce qui compte terriblement aussi, c'est les rencontres aussi avec les autres. Donc, une autre tendance sociétale très intéressante, c'est la restauration à partager et la croissance du sans-alcool. Donc là, je parle plutôt du domaine de la restauration et le côté restauration, le food sharing, hein, c'est vraiment une tendance très très forte aujourd'hui qu'on voit se développer. C'est le plaisir de partager des plats, de choisir des plats à partager. Et donc voilà quelque chose vraiment à prendre en compte lorsqu'on propose de la restauration aujourd'hui. Hein, ce sont les grandes assiettes, les planches, les tapas, etc. Alors ça peut être pour des raisons économiques d'une certaine manière, mais c'est pas que ça. C'est aussi des raisons de convivialité, c'est aussi des raisons de goûter différentes choses. Voilà, et qui fait que cette idée de restauration à partager est en plein des développements.
Et puis une autre notion, c'est le sans-alcool, bah oui, qui se revendique et qui va beaucoup plus loin, puisque il y a des bars 100% sans alcool. Alors il y en a quelques-uns qui sont créés là aux États-Unis. Il nous faut un retour vers le futur de prohibition. Mais à Nantes, il y a aussi des choses qui se sont développées. Donc, je les cite. C'est voilà, Gueule de Joie, c'est une e-shop, boutique, bar éphémère. Ils développent voilà ils travaillent toute la filière hein, aussi du sans-alcool. Pour proposer des choses intéressantes, gustatives, nouvelles, très différentes, etc. Et puis, ils avaient mis en place un bar éphémère. Et en mai 2023, il y a une cave qui s'est créée aussi, pareil, la cave parallèle, avec un bar terrasse, plus de 350 références dans le domaine du sans-alcool. Donc, voilà quelque chose de nouveau aussi qui est en train d'émerger et qui est tout à fait intéressant à saisir. Et puis, ben voilà, Karine, on se rejoint là encore. Offrir des loisirs, des séjours de manière personnalisée, c'est aussi, voilà, à côté des cartes ou des coffrets cadeaux des grandes marques hein, qu'on connaît, l'idée, c'est aussi de pouvoir offrir des cartes ou des coffrets cadeaux personnalisés qui sont soit proposés par des destinations ou des prestataires touristiques. Et là, il y a une vraie croissance autour de ça. Et en tant que vraiment prestataire, c'est une belle opportunité pour valoriser ces offres. Et donc, voilà, Karine interviendra en effet sur cette formation, créer et commercialiser des cartes et coffrets cadeaux qui est proposée normalement à Angers, je crois, en partenariat avec Anjou Tourisme. Donc, voilà, je voulais refaire un deuxième petit tableau pour se faire une toute petite pause avant de passer au sujet suivant. Par contre, alors il faut que hop, je vérifie que l'activité est lancée. Voilà. Donc, l'idée, c'était pour vous, quelles sont pour vous les tendances clés à prendre en compte concernant l'évolution des clientèles? Si vous avez, voilà, vous résumez, vous avez quelques idées fortes que vous voulez signaler sous forme de post-it, hein, ça permet de faire une toute petite mini-pause dans cette conférence. Donc, n'hésitez pas à participer. Normalement, vous êtes toujours sur exactement le même klaxon, le même code. Simplement, c'est une activité, une deuxième activité qui est proposée. Voilà. Alors, a priori, elle est bien ouverte et je vais voir s'il y a un post-it qui se crée. Allez-y. Donc, pour l'instant, je ne vois pas encore apparaître de post-it. Est-ce que ça marche? Je demande à Lisa ou Anne-Sophie si ça marche. Voilà, je vois que Lisa vous a renvoyé à la fois le code et le petit lien. Donc, n'hésitez pas à partager. Alors, je vais en profiter puisque vous êtes peut-être en train de créer quelques éléments ici sur ce tableau. Bon, Ah. ça, c'est Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, voilà. Pardon. Pour l'instant, je ne vois rien apparaître. Ah si, il y a un post-it. Oh, ils sont tout petits. D'accord. Ah, donc il faut que j'arrive à les Est-ce que trouver. tu veux bien peut-être, comme tout à l'heure, partager l'écran? L'écran, je vais voir parce que pour l'instant, je n'arrive pas à trouver. Ils sont terribles. Hein. Je n'arrive pas. Comment ça passe? Non, ça, c'est pas bon. Hop. Là, j'y suis pas. Alors, je n'arrive pas, il n'y a rien à faire. Non. Je suis désolée, j'ai quelques difficultés aujourd'hui avec Zoom. Hop, 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 hop. Ah, ça y est, je les vois pas. Ah, ça y est, hop. Eh bien, dis donc, c'est laborieux. Ah, non, ça y est, je les ai reperdus. Oh. Ah,
Voilà. Ça y est, je le disais. Donc, je vais proposer en même temps que je partage rapidement cet écran à Jérôme qui nous a rejoint de nous dire un petit bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jérôme. Coucou Françoise, coucou Lisa, Karine, ravi de vous retrouver virtuellement. Désolé, hein, j'ai pas pu être là depuis le début et je suis là juste à la fin pour vous saluer. Donc rapidement me concernant, moi je suis un habitué un peu maintenant de l'académie depuis quelques années avec Françoise et avec Co-Managing. Donc là on a plusieurs formations prévues, dont 2 ateliers café. Donc moi je suis plutôt tisane d'habitude, mais bon pour vous je ferai une exception. Euh, donc voilà, que je vais animer dans les prochaines semaines. Rapidement, bon, je pense que ça a été dit, hein, François, les Oui, thématiques, mais oui, oui. voilà, on intervient surtout sur des sujets, disons, sur la communication, la tarification, la distribution aussi sur Internet, au sein de différentes plateformes. Et là, par Charlotte, qui est ma formatrice salariée, elle interviendra sur une dimension durable également pour l'académie. Voilà, Oui. donc on a quelques belles échéances à venir avec chacun. Donc ravi de vous retrouver physiquement et virtuellement dans les prochains mois. Voilà. Merci, merci. Merci beaucoup. Et je ne sais pas, tout à l'heure, j'avais vu aussi Gisèle arriver, mais je ne sais pas si elle est toujours là. Je n'ai pas eu le temps de... Je ne vois pas tout le monde, tous les participants, de façon précise. Donc, si jamais, Gisèle, tu étais là. Oui, Oui, Gisèle, je ça y est, suis là. je te vois. Je Ça... suis ta conférence avec beaucoup d'intérêt parce que les sujets de développement durable sont vraiment pas au cœur de. Enfin, évidemment, en tant que citoyen, ça m'intéresse fortement. Je vais ajouter un petit post-it tout à l'heure en disant Oui, supprimons plastique, supprimons plastique. C'est ma oui. seule action vraiment très concrète en ce moment. Mais bon, voilà. Mm. Oui, alors, je vous retrouve cette année pour la combien? 13e année ou quelque chose comme ça. Tout à fait, oui, tout à fait. Les réseaux sociaux seront mon sujet cette année, mon sujet exclusif. Et puis, effectivement, faut toujours reprendre un peu les bases, hein. Et là, on va effectivement faire une session de formation pour les débutants. Et oui, il y en a toujours. Cette année, il y a encore de nouveaux arrivants comment dire, qui intègrent ce milieu du tourisme. Et donc, eh bien, on va poser les bases. Et je pense que c'est toujours intéressant de reposer les bases pour pouvoir ensuite construire et puis développer et puis être de plus en plus pointu. Euh, et justement, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle en ce moment parce Oui. que c'est aussi une véritable aide dans la rédaction. Mm. Donc, on va probablement travailler sur ces sujets-là aussi, même s'ils ne sont pas aujourd'hui marqués dans le programme de la Mm. formation, mais c'est un sujet voilà, qu'il ne faut pas négliger, il faut utiliser. Tout Ce à sont des fait. outils Mm. intéressants, Mm. voilà, qu'on va continuer Ouais, à ouais, développer. tout à fait, ouais, ouais. À très Merci. bientôt. Merci Merci beaucoup. Gisèle, merci. Et donc, vous avez vu, voilà, donc un certain nombre de tendances, voilà, proposer de découvrir des lieux non ouverts au public, cibler plus ses clientèles, les clientèles de proximité, prendre soin, reconnexion, bien-être, créer des souvenirs, l'expérience sous forme de séjour en immersion, partager les passions, oui, tout à fait. Donc, on est, voilà, dans des importantes tendances que vous soulignez. Donc, je vais proposer de continuer parce que je vois que l'heure avance et bien évidemment, je m'en doutais un petit peu. On a cette année quand même beaucoup de choses qui se passent et avec le durable maintenant qui se rajoute, c'est vrai que la conférence prend un petit peu plus d'ampleur. Donc, je vais évoquer quelques tendances encore de clientèle qui restent, hein. Première baisse quand même des taux d'utilisation d'Internet en 2022. Donc, on n'a pas encore les données 2023, hein. Mais c'est la première fois qu'on arrive à un plateau. Voilà. Hein, donc, voilà, les 3 quarts des Français qui ont préparé sur leurs vacances sur Internet, ben voilà, on s'arrête là maintenant. Et la réservation en ligne, c'est pareil. On est arrivé à un certain plateau. Donc, aussi, voilà, il y a aussi donc des clientèles qui aiment bien aussi contacter directement les prestataires, le côté direct, très important aussi. Donc, un taux de départ aussi qui a plutôt tendance à être inférieur. On a des hausses de taux de départ en court séjour. On a des croissances de départ à l'international. Mais globalement, on a une baisse du taux global de départ. Ça, c'est le Crédoc hein, qui étudie ça sur des années et des années et qui montre ces éléments-là.
Donc, on a plus de voyages, mais moins de voyageurs. Et finalement, une inégalité croissante face au départ en vacances. C'est-à-dire il faut faire attention parce qu'on peut se dire, oui, si, on a quand même plus de voyages, donc plus de nuitées, etc. Oui, mais plus de voyages, mais moins de voyageurs. Donc, inégalité croissante, je pense que ça interpelle. Et donc, c'est notamment, je pense, les partenaires là, de l'UNAT et du tourisme social sont certainement préoccupés par ces points-là. Et donc, 2023, ça a été une fréquentation française un petit peu à la peine, c'est ça, et plus d'étrangers. Donc là, je dis juste quelques indications. On voit que l'hôtellerie de plein air verrait une légère baisse de la fréquentation française, mais compensée par une croissance des touristes étrangers. Au final, ils auraient quand même une augmentation de l'ordre d'à peu près de 2%. L'hôtellerie, par contre, constate au total, finalement, une baisse de fréquentation, mais une hausse de chiffre d'affaires. Puisque parallèlement, quand même, il y a eu des augmentations de prix et qui font que le RevPAR s'est à peu près maintenu. Bon, ce n'est pas le cas partout. Je sais qu'en hôtellerie urbaine, ils ont un peu plus de difficultés. Voilà. Et puis, donc, la baisse des dépenses touristiques qui ont été constatées. Les vacanciers ont réduit leurs dépenses à destination. C'est le contexte, en effet, de la baisse du pouvoir d'achat, des difficultés, et donc principalement sur les budgets loisirs, restauration, mais aussi sur la durée de séjour, le type d'hébergement. Donc, le Bon Coin Vacances qui a fait ces analyses a donné ces indications-là, et puis SumUp, qui traite aussi pas mal de données, a indiqué que le panier moyen des touristes avait baissé à peu près de 4% en juillet, et aussi sur les clientèles étrangères. Aussi sur les clientèles étrangères. Donc, il y a dans ce contexte inflationniste, en effet, la politique tarifaire est plus que jamais un enjeu majeur. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que Jérôme interviendra pour une formation, définir votre politique tarifaire. Ça reste vraiment là aussi un élément clé. Alors, j'en viens à diversifier, adapter ces canaux de communication. Je reprends un petit peu un schéma que j'avais présenté l'année dernière, mais en plus, je l'ai un peu simplifié. Pour indiquer que voilà, dans ce circuit qui va de attirer le touriste, le séduire, le convaincre, le convertir, le fidéliser, aujourd'hui, il y a une action forte à avoir. Attendez, alors là, il y aurait Allô? Est-ce qu'on peut couper le Oui. micro? Ouais, puisque moi, j'ai plus trop la main là. Travailler en multicanal, c'est une clé essentielle. C'est-à-dire multicanal, c'est voilà, attirer, voir l'emailing, les plateformes spécialisées, les médias, les influenceurs, mais bien sûr en lien avec le profil de client recherché. Donc, c'est profil de client recherché d'abord et ensuite travailler différents canaux pour arriver à les toucher. Être là où le profil client recherche, en fait. Voilà, tout simplement. Après, ce sont les supports qualitatifs, on l'a vu, pour séduire, convaincre, adapter les offres, les services, des politiques tarifaires, faciliter, fluidifier le parcours client, toujours, les fonctionnalités InfoResa et fidéliser les newsletters, les emailing, etc. Il y aura là aussi une formation de Jérôme sur élaborer une stratégie de communication adaptée à votre activité, donc une formation qui viendra sur ce point. Et puis, une étude Calliope a reprécisé un petit peu, ils ont étudié tout le parcours client avant le séjour, uniquement avant le séjour. Ce qui en ressort, c'est que quand même, la recommandation parents-amis, ça reste majeur. C'est quand même les 3/4 du vecteur, finalement, d'inspiration. 50% les agences en ligne, qui sont également des vecteurs d'inspiration, et 26% les réseaux sociaux, avec en priorité Instagram. Et ensuite Facebook, YouTube, Pinterest, Snapchat et TikTok en dernier. Et dans le choix de l'hébergement, on est sur 52% hôtel, 48% Airbnb, 38% sites de destination, 28% comparateur, 12% recommandations. Donc, on voit également, voilà, dans le circuit et dans le parcours, le site de destination va avoir aussi son rôle à jouer. C'est aussi important de l'avoir toujours en tête. Et puis, la comparaison prix-avis client, voilà, meilleur rapport qualité-prix, c'est ça. Et donc, le fait de mettre des avis clients est très important aussi, ou de faire figurer des avis clients, de mettre des testimoniaux de la vie du témoignage, c'est essentiel. Et la localisation est essentielle aussi, puisque la personne recherche par rapport à la proximité des activités souhaitées. Donc, c'est ça le critère qui va faire les deux critères en fait, de choix de l'hébergement. C'est ces éléments-là, comparaison prix-avis client et localisation.
Et puis, dans le choix des activités, ensuite, on a des choses alors beaucoup plus variables. Les un peu plus jeunes sont vraiment en recherche sur Internet, utilisent Google Maps, etc. Puis les agences en ligne, un peu, ils font de la résa un peu à l'avance, alors que les plus de 45 ans vont passer aussi par les sites d'office de tourisme, les guides de voyage et les hôtes sur place. Hein. Voilà, donc deux grands comportements. Donc, c'est une étude récente là, de Calliope qui est utile à ce niveau-là. Donc ensuite, c'est adapter sa stratégie social média. Le classement des réseaux bouge faiblement. Hein, toujours, les 3 réseaux les plus utilisés sont toujours les mêmes. Facebook Messenger perd un peu et Instagram arrive en 3e place. TikTok progresse encore un peu. Et donc, vous avez en effet des formations qui vont avoir lieu sur ces thématiques, voilà, de développer, d'engager ces communautés. Et comme le disait Gisèle aussi, la base, choisir ces réseaux et savoir comment créer sa présence sur ces réseaux. Sur le social media, toujours, Facebook et Instagram restent des socles. Hein. Je vous ai remis ici voilà, les petites présentations de l'économie numérique, du e-commerce qui publie chaque année cette présentation de réseau. C'est des réseaux aussi qui proposent des solutions publicitaires ciblées, efficaces, à des coûts abordables, d'où aussi voilà, des formations sur aussi créer ces campagnes de publicité percutantes aussi sur Facebook, Instagram. TikTok, source d'inspiration de plus en plus importante. On est plutôt dans l'inspiration. Voilà. 77% des utilisateurs qui déclarent que le réseau a joué un rôle clé dans l'inspiration. Et donc, l'idée, c'est de trouver, voilà, repérer des restos, des expériences locales, dénicher des conseils pour optimiser les dépenses, trouver sa prochaine destination avec des thèmes porteurs et un taux d'engagement qui est assez élevé. Et donc, on aura également donc, une formation sur ce thématique de se lancer en fait sur TikTok. Hein. J'évoquais l'année dernière aussi des performances. Hein. On voit toujours que voilà, le Puy du Fou continue à développer son audience. C'est très, très net. Et puis, un bon exemple, le Zéro de la Flèche, qui a bien progressé aussi, qui a réussi à capter voilà, 17 300 abonnés, 149 000 j'aime. Voilà, voilà, on voit que voilà, il y a des structures qui commencent à travailler et qui peuvent obtenir des résultats. Et puis, un exemple aussi, c'est une chambre d'hôtes voilà, qui arrive à développer très clairement son audience. Là, c'est quelqu'un voilà, que je suis régulièrement et que je connais bien, et qui fait des publications régulières, des listes de lecture, des abonnements auprès d'autres comptes TikTok, et qui arrive à des scores qui sont tout à fait intéressants et importants pour une chambre d'hôtes. La diversification qui peut être utile sur Pinterest, il n'y a pas de formation là-dessus. Voilà, moi, je l'aurais bien proposé, mais il n'y avait pas trop encore de personnes qui souhaitaient apparemment le développer. Ça peut être intéressant parce que c'est une audience de qualité qui se maintient. C'est un apport de trafic, surtout vers votre site web, régulier et qui dure dans le temps. C'est-à-dire, vous allez avoir du trafic 2 ans, 3 ans après. C'est un moteur d'inspiration plutôt qu'un réseau, donc c'est peu chronophage. Et donc, ça a travaillé. Vous pouvez le travailler en période creuse. Vous pouvez alimenter avec des photos et des vidéos déjà produites, en fait. Voilà, vous recyclez et ça vous amène du trafic. Donc, ce n'est pas inintéressant. C'est une diversification qui n'est pas, voilà, qui est pas inutile à réfléchir. Et puis, LinkedIn, avec des potentialités croissantes sur tout ce qui est groupe, tourisme d'affaires. Là aussi, on l'avait déjà proposé l'année dernière et on va proposer donc peut-être 2 niveaux cette année pour voir comment on démarre et comment on passe à la vitesse supérieure. Bon, avec pas mal de fonctionnalités qui se sont développées, hein, qui font qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités utilisables. Dernier aspect important dans ce multicanal, c'est la relation client, l'emailing et les newsletters. Donc, dans le cadre d'une bonne stratégie marketing et de communication orientée client, centrée client, la gestion relation client est essentielle. Et donc, il y aura eu justement une formation là, à ce sujet-là avec l'UNAT cette année. Et l'emailing ciblé, la newsletter de qualité, ça reste des outils clés de fidélisation et de relance client. Je pense qu'on ne le redira jamais assez. Voilà, ça fait partie de votre multicanal. C'est très, très important. Hein, il n'y a pas que, en effet, il y a le site web, les réseaux sociaux, mais voilà, du bon emailing ciblé, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Voici ici un exemple de Biscarrosse qui a lancé sa newsletter Green, qui est une newsletter qui met en valeur tout ce qui est justement réalisé de responsable et durable sur la destination. Donc, voilà quelque chose qui est ciblé, qui est travaillé de façon spécifique.
d'où les formations qui auront lieu également sur cette thématique-là, comme l'année dernière. Et donc, pour conclure, pour éviter de trop déborder dans le timing, je vais vous proposer de résumer, en fait, en 3 facteurs clés de réussite pour 2024. Le premier facteur clé, et je dirais quelque part le défi ou l'engagement important, c'est s'engager sans attendre dans un tourisme responsable et durable. Je vais évoquer donc tout un ensemble de sujets, mais je n'ai pas voulu reprendre tous les propos non plus alarmistes et les différents éléments qu'on connaît, hein, des différents rapports du GIEC qui sont publiés régulièrement. Mais voilà, il y a un véritable enjeu collectif et individuel. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois individuellement et collectivement sur sa destination. Ensuite, c'est ce marketing qui est centré autour de vous, votre identité, vos valeurs et les clients recherchés. C'est-à-dire que ce qui est très, très important, c'est aussi vous, votre projet, vos identités, vos valeurs, vos passions, et à partir duquel vous choisissez les clients prioritaires. Donc, vous avez un choix, en effet, de clients, de profils clients prioritaires, d'analyse de leur parcours, ensuite d'ajuster les politiques d'offres, tarifs, commercialisation, la construction multicanale de la communication, et puis bien sûr fidéliser par l'expérience vécue, cette expérience privilégiée dont on parlait tout à l'heure, une gestion fine de la relation client. Voilà, donc ce marketing, mais en étant bien centré aussi, je parle là de vraiment que ce soit les destinations d'ailleurs ou les prestataires, les hébergeurs, les activités de loisirs, centrés aussi autour de vous, ce qui fait votre spécificité, ce qui fait que vous êtes unique et ce qui est votre projet, vos valeurs et que vous souhaitez justement partager avec des profils de clients que vous avez choisis. Voilà. Et puis le troisième point, ça va être l'innovation, l'expérimentation, tester, puisqu'on est justement dans un milieu un peu incertain et qu'il faut sans arrêt essayer d'expérimenter de nouvelles choses, de tester. Ce test and learn, il est capital dans les facteurs clés de réussite à avoir. Et donc, pour conclure, je voulais vous proposer en finale, en fait, et ça peut vous permettre aussi de poser des questions si vous en avez justement sur tout ce qu'on vient d'évoquer ici et sur aussi le programme que vous avez présenté tout à l'heure, Lisa. C'est quelles sont les formations de l'Académie auxquelles vous aimeriez participer, quelles sont celles que vous aimeriez avoir et qui ne sont pas encore proposées, puisqu'on est toujours à l'écoute aussi de vos propositions et de vos suggestions. Donc, je vais lancer voilà, cette troisième tableau et donc vous proposer de le remplir. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est pareil, peut-être comme tout à l'heure, en jaune, celles auxquelles vous aimeriez participer et en rose, celles que vous aimeriez avoir et qui ne sont pas encore proposées. Donc, toujours le même, voilà, toujours le même code, la même application, toujours le même endroit. Je vais enlever le partage pour qu'on puisse voilà, échanger. Si vous avez quelques questions sur tout ce qu'on vient d'aborder ce matin, que ce soit sur ces tendances que j'ai évoquées avec vous ou que ce soit sur les formations, n'hésitez pas. Alors, je vois que voilà, Lisa a partagé le PDF du programme. Donc, comme ça, vous pouvez aussi télécharger directement le calendrier, le programme de l'Académie. Ça vous permet de l'avoir sous les yeux et de regarder ce qui vous semble intéressant là-dedans. Merci à Karine et Oriana, je vois qui nous quittent là pour leur présence. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole ou poser une question, soit par le chat, par la messagerie, ou bien en prenant la parole. Et en même temps, je regarde le tableau pour voir s'il y a des choses qui apparaissent. Pour l'instant, oui. Tourisme durable, formation sur les séjours bas carbone, c'est une demande. Voilà, c'est du rose. C'est quelle personne qui a dit ça? C'est pas... En l'occurrence, c'est moi, Françoise, Anne-Sophie. Sophie, d'accord. C'est pour avoir échangé
échanger avec différents acteurs, différents prestataires. C'est vrai que les séjours bas carbone, ça, voilà, enfin, on l'a Ouais. expliqué tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, je pense qu'un accompagnement sur comment mettre ça en place concrètement, que je sois un hébergeur, que je sois un site de visite, enfin voilà, adapté à chaque problématique. Je trouvais que c'était intéressant. Après, libre à chacun, enfin chacun peut s'exprimer, mais je trouvais que c'était une thématique assez intéressante. Très bien, merci Anne-Sophie. Dominique? Ah, super. À bientôt, oui, Dominique aussi, merci. Alors, à part ça, est-ce que je vois? Non, pas d'autres. Alors, je ne sais pas si je les vois bien, hein. Je fais attention parce que comme j'ai une petite difficulté aujourd'hui pour voir tout sur le. Alors, j'ai vu le post-it d'Anne-Sophie, mais je ne sais pas encore s'il y en a d'autres. J'en vois pas d'autres, moi non plus, hein. Alors, n'hésitez pas à faire part de sujets qui vous intéresseraient en rose ou de sujets auxquels vous avez l'intention de participer en jaune. Et puis, sinon, à poser des questions aussi, si vous avez encore quelques questions à poser ou quelques commentaires suite à cette matinée passée ensemble. Donc, des réactions, des idées, des suggestions de votre part? Bon, je vais arrêter l'enregistrement peut-être.